la phrase qui accompagne ma vie, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Je te dis, je reprends mon exemple du marathonien de Paris, va ce week-end sur le salon du marathon et pose la question juste au salon du marathon. Pourquoi on fait pas de renforcement? Parce que c'est une option, parce que on a pendant longtemps. Alors là, je vais mettre en tacle l'industrie du running, mais ça fait 30 ou 40 ans, on va dire début des années 80, que l'industrie du running s'est infiltrée dans une croyance parce que en fait souvent et malheureusement et moi je m'inscris en faux par rapport à ça, mais si tu regardes un peu les plans d'entraînement ou les grands dogmes d'entraînement, c'est qu'est-ce qui marche pour Kipchoge, qu'est-ce qui marche pour Kylian Jornet, qu'est-ce qui marche pour un tel ou un tel champion, et on va essayer de faire alors c'est un terme qui est mis au goût du jour par certains économistes, on va essayer de faire ruisseler, et que ce soit en entraînement ou en économie, ça ne marche pas le ruissellement. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Seb Cornette, deuxième épisode qu'on enregistre ensemble sur le podcast L'Instinct Outdoor. Comment vas-tu, Seb ? Ça va super bien, François. Et merci pour cette nouvelle invitation. Le premier c'était vraiment un plaisir. Donc, du coup, je suis heureux de recommencer avec toi. Eh ben écoute, c'est vrai que j'ai eu de très bons retours, il a été pas mal partagé et c'est un des épisodes qui a reçu le plus d'écoute, donc très très cool de recommencer l'expérience avec toi. Alors est-ce que tu peux juste, pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode, te représenter rapidement s'il te plaît? Avec plaisir. Mais comme tu l'as dit, je crois qu'il a bien fonctionné. Donc, je comprendrais pas que les gens ne connaissent déjà pas. Alors, je suis Seb Cornette. Je suis enseignant à la clinique du coureur. Je suis fondateur de la méthode École de Trail. Donc, coach sportif sur tout type de sport, mais on va dire spécialisé dans le trail et dans la préparation physique, adepte du renforcement musculaire, de la mobilité, et une vision somme toute singulière de l'entraînement, en tout cas qui sort des dogmes déjà établis. Et puis voilà, je suis quelqu'un de très ouvert, passionné par le sport et par le fonctionnement du corps humain, donc du coup ça fait de moi un coach. Tu sais que depuis notre premier échange, je me suis mis au CrossFit. Et j'ai découvert des muscles de mon corps. Je suis à courbature-lente depuis 1 mois et demi. C'est un enfer. Alors, mais tu peux pas me rendre plus heureux parce que c'est une des activités que je défends. J'ai fait partie des tout premiers en France à passer le level 1 de CrossFit. C'était en 2009, 2008 ou 2009. Et c'était vraiment sympa. Et c'est une activité qui est en fait éminemment fonctionnelle hein, déjà pour nos contemporains, mais aussi et surtout pour nos amis coureurs et trailers en particulier. Donc, si toi tu t'y es mis, ben j'encourage tout le monde s'ils n'ont pas la chance d'avoir un coach qui peut les coacher dans le trail et faire le mix avec du CrossFit parce que c'est vraiment des exercices éminemment fonctionnels. Souvent, on a l'image de l'haltérophilie comme un sport, tu sais, alors je vais faire la caricature, hein, que des gros et des grosses que tu vois soulever des barres tous les 4 ans parce que entre deux épreuves qui t'intéressent, tu tombes sur l'haltérophilie puis tu te dis mais quel intérêt? Et en fait, c'est un sport éminemment fonctionnel et qui mériterait d'avoir une autre reconnaissance que celui qu'il a aujourd'hui. Et du coup, je collabore avec pas mal de beaux grands préparateurs physiques, en tout cas ceux pour qui j'ai beaucoup de respect. Et on aime à dire que un préparateur physique qui se respecte doit absolument maîtriser l'haltérophilie et donc le CrossFit. Eh ben, écoute, tu t'entendrais bien avec Maxime Guillon qui est dans la salle. Il est champion du monde de CrossFit dans sa catégorie
et on parle beaucoup de tous ces sujets du renforcement musculaire et de comment est-ce que tu peux l'adapter justement avec la pratique du trail. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'exercices qui sont très intéressants. Je pense par exemple alors j'ai pas encore tous les termes, tu Ouais, m'excuseras, du CrossFit, pas ils de sont, souci. ils sont assez complexes. Et quand tu Ouais, c'est sautes sur clair. la boxe là, et puis que tu passes de l'autre côté, eh bien ça, Ouais. c'est des mouvements par exemple pour le trail qui sont hyper intéressants et qu'on fait pas en fait Mmh. seul chez soi. Donc je trouve ça vraiment super intéressant d'aller dans une Ouais, salle ouais. en complément ou pour le Oui, trail. puis au moins l'avantage, moi j'aime à dire parce que si moi je le fais seul chez moi, mais moi je suis un malade mental, donc tout Oui, le monde n'est pas pareil que moi. Mais non, le gros avantage c'est quand même malgré tout d'avoir justement, bah, tu parlais de coach, donc je suis ravi si on peut s'entendre. Et c'est surtout, moi j'encourage les gens à aller à se faire encadrer parce que s'il y a une chose dont je suis certain, et là c'est l'enseignant, la casquette d'enseignant qui va parler, c'est vaut mieux ne rien faire que faire mal. Et du coup là, normalement avoir un coach, ça va vous permettre justement de faire les choses bien, de corriger le mouvement, et c'est surtout ça qui est important. Donc c'est cool que toi tu sois rapproché d'un coach qui en plus a une bonne vision, parce que il y a, comme dans le trail, des gens qui ont l'esprit fermé, mais ça existe aussi dans le CrossFit. exactement. Et on pourrait penser, par exemple, là, je me suis fait un petit peu mal au poignet ces derniers temps, et on pourrait penser que bah, tout de suite, tu as mal au poignet, c'est compliqué pour soulever des charges. Eh ben non, ils ont retrouvé des astuces pour que je puisse continuer à faire des exercices. Donc oui, allez dans une salle, ils trouveront des mouvements pour adapter en fonction de vos éventuelles pathologies. Ils accueillent même des personnes qui sont en situation de handicap. Donc bref, je Non, pense mais qu'on c'est peut génial que plutôt tu encourager juste, ça. ouais, ouais, non, faut encourager ça. Et puis tu sais, bon, comme je l'ai souligné, je suis enseignant à la clinique du coureur, et du coup dans mes cours que je donne, j'ai quand même quelques kinés, et souvent ils ont une mauvaise image du CrossFit parce que ils les reçoivent c'est leur Ouais. patientèle, puis ils disent ouais, c'est un sport qui est quand même traumatisant. Mais en fait, j'aime à dire qu'il n'y a pas de mauvaise activité, il y a juste de mauvais encadrants. Donc du coup, ouais, comme la course à pied, si elle est mal encadrée, bah, ça peut être pathogène, alors que non, normalement on est fait pour quoi. Exactement. Alors, bon, on a déjà commencé à digresser, mais c'est un petit peu l'esprit de ce podcast de toute façon. Ouais. Alors, aujourd'hui, je te reçois principalement pour la sortie de ton livre Moins courir pour mieux courir. Euh, Pourquoi avoir écrit un livre? Ah, c'est une excellente question, et franchement, je sais pas si les auditeurs vont l'entendre, mais au départ, j'ai un petit complexe de l'imposteur, et cette idée était à 1001 lieues d'être dans mon esprit, mais en fait, c'est venu de ma collaboration et de mes collaborations avec deux journalistes qui sont des copines, Marie Paturel et Mélanie Pontet. En fait, on m'interrogeait et m'interviewait souvent sur des sujets pour faire des articles de presse. Et comme elles interviewaient énormément de coachs ou de gens qui étaient dans le sport, elles me disaient à chaque fois, quand même, tu as un esprit qui est particulier, tu as une méthode qui est particulière, tu l'exprimes bien, ça serait peut-être, t'as jamais pensé à écrire un livre. Et sur ta méthode école de trail. Et du coup, je disais bah non, parce qu'écrire un livre, c'est quand même, j'ai pas cette prétention-là, vraiment. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est déjà beaucoup. Ouais, j'ai mis beaucoup dans ce livre, et on a mis beaucoup dans ce livre parce que je l'ai coécrit avec Mélanie Pontet, du coup. Donc je lui ai dit un jour, bah allez chiche, viens, on écrit ce livre. Si vraiment tu penses que je peux raconter quelque chose d'intéressant, d'intelligent, allez, je te fais confiance, c'est toi la professionnelle. Mais vraiment, au départ, c'était pas du tout un souhait de ma part. Et au contraire, je me suis dit, mais qui je suis, et qu'est-ce que je vais bien avoir à raconter, même si je suis assez, comment dire, fier de la méthode que j'ai élaborée, et qui fonctionne, il faut le dire, assez bien sur tous les coachs que je forme. Mais de là à avoir l'ego pour écrire un livre, franchement, c'était pas du tout dans mes premières intentions. Et puis comme je suis un homme qui aime quand on me dit cap, et moi je dis allez, ok. Et si je suis pas cap, je fonce. Donc du coup, voilà, on est parti. Ça a été en plus, bah, ça a été très lourd parce ça a duré 2 ans quand même, parce elle et moi, on n'habite pas à côté. Elle est prise. Je suis aussi très 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 occupé, mais voilà, on s'est lancé dans cette écriture, et c'était pas quelque chose que j'avais en tout cas envisagé. Hmm. Et alors justement, parce que c'est vrai que tu le dis, hein, c'est hyper laborieux, c'est long,
on passe énormément de temps en fait à écrire un livre. On dirait pas comme ça quand on voit le produit fini, mais je sais pas si parmi nos auditeurs il y a des gens qui ont déjà essayé d'écrire un livre. C'est quelque chose qui est quand même extrêmement compliqué. Pardon. Et, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour justement arriver au bout de cet ouvrage? Ben, comme tu l'as souligné, franchement, écrire un livre, c'est pas simple. Alors comment on s'y est pris? On s'est basé déjà sur qu'est-ce qu'on voulait raconter, comment on voulait vulgariser en fait la méthode école de trail. On a souhaité en fait quelque chose qui soit accessible, comme l'est la méthode en fait. La méthode école de trail, c'est vraiment rendre notre activité accessible au plus grand nombre et que le débutant ou la débutante y trouve des outils et que le coureur confirmé jusqu'au champion, et d'ailleurs je suis assez heureux de ça, hein. Il y a certains champions qui ont précommandé mon livre et ça c'est vraiment cool, vraiment je le dis avec le sourire et ça veut dire que ça parle. D'ailleurs moi les athlètes de haut niveau que j'ai, c'est toujours des gens qui se sont intéressés à la méthode avant de s'intéresser à qui j'étais et ça c'est vraiment pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on collabore. Et du coup, l'idée, c'était de proposer pas un énième livre sur l'entraînement. C'était plutôt de dire, voilà ce qu'est l'école de trail et comment on peut s'entraîner autrement. Donc, mais en allant assez loin, hein. Certains disent, ouais, mais du coup, on a fait les formations, est-ce que ça sert à ce qu'on achète le livre? Oui, parce que en fait, il y a des choses qu'on voit dans la formation, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et du coup, on y a mis en fait de la vulgarisation. On a aussi la chance, comme j'ai la chance d'être assez bien entouré, d'avoir aussi des intervenants et des experts qui donnent leur point de vue justement sur la méthode ou sur leur expérience de la méthode. Et voilà, on voulait que ça puisse, en fait, que tu puisses t'en servir comme un livret d'entraînement. C'est-à-dire, bon, bah, tu peux aller chercher dans un chapitre des infos. Et puis aussi, tu auras des séances dedans qui, en fonction de ta planification, pourront te servir sur un temps. Donc voilà, c'est rendre la méthode accessible à tous, mais aussi que tu puisses t'en servir. Allez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ouvre mon livre et je vais piocher une ou deux séances qui peuvent m'inspirer. Donc voilà. Ça m'intéresse ce que tu dis parce que je trouve ça très important de répéter et de dire qu'il n'y a pas une bonne méthode pour s'entraîner et qui est universelle et qui va correspondre à tout le monde. Je veux dire par là que certaines personnes vont avoir besoin d'avoir un encadrement vraiment très strict avec un coach avec eux tout le temps. D'autres vont avoir besoin d'un groupe, d'autres vont avoir besoin d'avoir quelqu'un à distance, d'autres vont avoir besoin d'avoir juste un livre ou un programme trouvé sur internet si ça leur correspond. Mhm. Mais en fait, je trouve ça intéressant de dire voilà, j'ai un livre et puis si jamais ça vous correspond d'avoir cette méthode-là, et ben essayez et puis peut-être que ce sera cette méthode-là qui vous correspondra avec cette méthode d'avoir mon livre. Et puis si vous voulez aller plus loin, peut-être qu'on peut faire des formations, peut-être que vous pouvez prendre un entraîneur qui sera formé à ta méthode, etc. En fait, c'est un peu ça l'idée. Ouais, clairement, clairement, tu as dit un truc très très juste. Je pense que l'entraînement est sans spoiler. De toute façon, l'école de trail, je suis assez, et tant pis si je parais pour quelqu'un de prétentieux, mais chose que je suis pas, mais en tout cas, tant pis si ça paraît prétentieux. Je pense que la méthode est bonne, vraiment. Et l'expérience, les 13 années de mise en place, d'évolution. Mais je sais aussi une chose, c'est que justement, elle est, elle évolue. Au sein même ce que je racontais en formation sur les premières formations en 2016 avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, ça a évolué aujourd'hui. La philosophie restait la même, c'est-à-dire moins courir pour mieux courir, et c'est ce qui donne le titre du livre, évidemment. C'est pas uniquement en fait une phrase marketing, c'est vraiment la philosophie. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place dans l'entraînement pour réussir à préserver nos athlètes, parce que c'est ça en fait la priorité des priorités, c'est que nos athlètes se préservent, mais qu'ils atteignent quand même leurs objectifs, hein, qu'ils soient plus ou moins importants dans le terme de niveau, mais la performance, on la recherche tous. Donc évidemment, l'idée c'est pas de dire c'est absolument ça qu'il faut appliquer. En tout cas, si vous utilisez l'appliquez à 80% et que derrière vous vous inspirez de vous-même, ce qui vous anime, vous avez une forte chance de performer. L'école de trail, c'est la pyramide inversée de l'entraînement.
Parce que en fait, souvent et malheureusement, hein, et moi je m'inscris en faux par rapport à ça, mais si tu regardes un peu les plans d'entraînement ou les grands dogmes d'entraînement, c'est qu'est-ce qui marche pour Kipchoge, qu'est-ce qui marche pour Kylian Jornet, qu'est-ce qui marche pour un tel ou un tel champion, et on va essayer de faire alors c'est un terme qui est mis au goût du jour par certains économistes, on va essayer de faire ruisseler. Et que ce soit en entraînement ou en économie, ça ne marche pas le ruissellement. Et du coup, malheureusement, bah, c'est des dogmes qui sont véhiculés et du coup, on se dit, ben cette pyramide, on va s'inspirer de ce qui se fait en haut et on va essayer de s'en inspirer. Ben l'école de trail, c'est totalement une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche pour 95% de mes contemporains? T'as vu, j'ai pas dit 99, mais j'aurais pu dire 99. Mais qu'est-ce qui marche pour 95% de mes contemporains? Ok. Et ben après, justement, cette brique, cette pyramide, je vais y rajouter des choses pour. Alors, moi, je les appelle mes Martines parce qu'elles existent vraiment et c'est pas du tout un terme péjoratif dans ma bouche. Hein, mais mes Martines, c'est mes débutantes ou c'est mes tortues. Tu vois, c'est des gens qui sont là pour leur santé et pour leur bien-être, mais qui veulent performer à leur propre niveau. Et ben du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour mes champions, mes élites là, en jouant sur certains curseurs. Donc voilà l'idée vraiment fondamentale de la méthode école de travail, c'est-à-dire allez, ça marche pour quasiment tout le monde. Maintenant, quel curseur je peux plus ou moins utiliser pour, en fonction de mes capacités physiques, physiologiques et autres, et de mon temps et toute la charge externe que je vais avoir. Et alors, c'est quoi ce qui marche pour 95% de nos contemporains? Et ben, c'est déjà de leur faire comprendre que si tu veux être performant, et la notion de performance au sens large du terme, hein, je m'inscris en faux dans le sens aussi où on croit que la performance n'est à destination que du haut niveau. Chacun veut être performant. Si tu t'entraînes, si tu suis un plan d'entraînement, c'est pour être une meilleure version de toi-même. Et j'ai une de mes athlètes et amies qui aime bien dire que Seb fait de vous des meilleurs athlètes, meilleure version de vous-même. Bah, c'est exactement ça. Donc la notion de performance, elle est dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qui marche pour, bah, c'est d'apprendre que bah, si tu veux performer, déjà renforce-toi. Si tu veux performer, déjà fais de la technique. Et puis après, évidemment, le troisième pilier de la méthode, c'est le développement physiologique qui est propre à toutes les autres méthodes. Mais dans la méthode, on tourne autour des trois piliers qui sont le renforcement et le développement technique. Et ben ça marche pour 95% de mes contemporains. Si tu négliges ça, tu négliges un pan important de la performance. Et souvent, c'est l'option. Hein. Tu sais, dans les clubs ou les associations de course, on néglige cette partie du renforcement, ça c'est l'option. Tu sais, je vais faire une caricature que j'utilise souvent dans mes cours, c'est les clubs d'athlètes s'entraînent le mardi, jeudi et le week-end sortie longue. Et optionnellement, le lundi, t'as la PPG. Je suis C'est désolé ceux qui exactement ça. écoutent, mais oui, c'est Tu ça. rigoles parce que c'est exactement ça dans le club où je suis. Ouais. Non, mais je le caricature, mais je sais tellement que c'est ça. Et en fait, non, non, non. La PPG, le renforcement, la mobilité, ça ne doit pas être une option, ça doit faire partie intégrante de ton entraînement. Et la partie technique aussi. La partie technique, ah, ok, on va faire des gars, mais ça nous fait tellement chier. Alors oui, il faut le rendre ludique. Oui, ça demande au coach d'avoir des compétences. Oui, ça demande à chacun de renouveler ses exercices. Mais on sait aussi que dès que tu choques l'organisme, eh ben, il va créer des champs d'adaptation. Donc ça aussi, il faut être au courant que ben, si tu fais une routine, ben, au bout d'un moment, tu ne progresses plus. Et si tu ne progresses plus, ben, tu vas au pire régresser. Enfin, dans le moins pire, j'aime bien ce terme parce que j'ai un garçon qui arrête pas de dire au moins pire et moi j'aime bien l'utiliser. Je sais que ça se dit pas, hein. Mais au moins pire, tu vas régresser et dans le pire des cas, tu vas te blesser. Donc, essayons d'innover et donc voilà ce qui marche pour 95% de mes contemporains. Ne négligeons pas ça. Et surtout, en fait, ça marche pour eux. Pourquoi ça marche pour eux? Parce qu'ils l'ont négligé pendant trop longtemps et on a cru que le renforcement c'était une option, alors que ça l'est pas du tout. Et d'ailleurs, j'aime bien faire un parallèle avec les sports qui aujourd'hui font la une, hein, qui sont très connus, hein, le foot, le rugby et d'autres sports ou même le tennis, qui ont compris que pour révolutionner leur sport, il fallait que la préparation physique prenne une plus grande part dans leur sport. Et regarde les footeux des années 80, les tennisman des années 80, les rugbyman des années 80, et compare-les avec les athlètes d'aujourd'hui.
et j'ai bien dit les athlètes. C'est tous devenus des athlètes. Et nos plus grands entraîneurs en athlétisme ne sont pas dans l'athlète. Ils sont devenus préparateurs physiques dans ces disciplines-là parce que dans l'athlé, on a négligé ça pendant trop longtemps. Ou on a dit ouais, c'est à destination uniquement du haut niveau. Or, c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale. Et aujourd'hui, les footballeurs, les rugbyman ou les tennisman, même d'un niveau moyen, ont intégré beaucoup plus facilement le renforcement et la préparation physique dans leur préparation. Alors que le coureur hors stade qui va préparer et qui courra, alors là on enregistre juste avant le marathon de Paris, tu pourrais aller sur la ligne de départ dimanche et demander à tous les marathoniens au-dessus de 4 heures combien on fait du renforcement dans leur préparation physique. Moi, je dirais moins de 15%. Et pourtant, ils s'apprêtent à courir plus de 4 heures sur des pavés parisiens. C'est vrai que quand tu te rappelles du gabarit de Maradona ou de Platini, Ah ouais. ils sont pas gaulés comme peut l'être. C'est rigolo que tu parles de Platini parce que justement, j'ai une formation qui s'appelle Renforcement chez le coureur. Et l'une de mes premières slides, c'est de mettre en comparaison Platini et Ronaldo. Ouais, ça n'a pas grand-chose à Voilà. voir. Ouais. Bah non. Non, non, mais Platini a un talent immense et en plus, moi j'aime le jeu, j'aime le foot, donc j'ai une culture sportive assez large et je m'intéresse à beaucoup de choses et donc du coup, je suis fan du footballeur qu'il était. Mais aujourd'hui, il jouerait même pas en national, hein, tu vois, parce qu'il se ferait casser en deux au bout de 15 minutes. C'est dingue parce que c'est quelque chose quand même qu'on entend depuis quelque temps. Tu vois, je me rappelle du livre d'Éric Lacroix Mm. qui parle énormément aussi du renforcement musculaire, de l'importance du renforcement musculaire, des choses comme ça. Et pour autant, quand on regarde vraiment les coureurs et les programmes qu'ils font, et quand on regarde aussi ce qu'on peut trouver en libre service sur internet, ça intègre pourtant très peu en fait le renforcement musculaire. Alors pourquoi? C'est quoi la raison profonde qui fait que les coureurs n'en font pas? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment pas ça? Est-ce que parce qu'ils trouvent pas de programme qui leur correspond? Est-ce que qu'est-ce qui peut être fait et mis en place pour que, au niveau pédagogique, en fait, pour essayer de un petit peu convaincre que c'est important pour les coureurs de pratiquer en fait le renforcement musculaire? Bah, c'est une excellente question. Et à cette question, il y a plusieurs réponses. La première, et du coup, je vais un peu tirer à boulet rouge sur mes confrères, mais avec beaucoup de bienveillance. Mais il y a, il y a que on est dans une époque où les croyances ont plus de poids que la connaissance. Et du coup, on oublie qu'il faut tout le temps, on fait partie des jobs comme les jobs de kiné, de médecin. À partir du moment où c'est le corps humain, il y a beaucoup de choses qui évoluent et la formation continue devrait être obligatoire. Et donc quand je dis ça, je remets en question aussi les formations et je suis désolé pour ceux qui sont proches de la fédération. J'adore l'athlétisme. Je suis clairement un amoureux de l'athlétisme. J'ai un regard par contre très critique envers justement ma famille que j'aime parce qu'elle s'est pas remise en question depuis bien trop longtemps à mon goût. Et du coup, le problème est dans la formation des coachs bénévoles, puis des coachs professionnels. Donc il y a des croyances qui sont installées. Et on sait aujourd'hui, hein, il y a eu des papiers qui ont été faits là-dessus qui démontrent qu'en fait, une nouvelle pratique met 17 ans à être pratiquée par tous les praticiens chez les kinés, et une ancienne pratique met 42 ans à partir. Donc voilà, quand tu as dit ça, tu as un peu résumé ce qu'était et pourquoi aujourd'hui on a du mal. Et évidemment, en plus, tu as cité Éric Lacroix, qui est à mon avis, des meilleurs entraîneurs qui soit, qui en plus est universitaire, donc qui a du temps pour faire de la recherche et qui a, lui aussi, depuis très longtemps, rappelé que le renforcement était important et qu'il a installé lui-même dans ses plans d'entraînement. Pourquoi lui, pourquoi d'autres et pourquoi moi? Voilà, on a moins d'écho parce que peut-être que justement on passe par des canaux qui sont pas les canaux, comment dire, de l'entraînement classique. Mais heureusement,
les formations fédérales sont de moins en moins, comment dire, plébiscitées et grâce à certains qui travaillent, dont Eric, dont moi, sur le terrain, on peut faire entendre cette voix. Mais il y a des choses qui sont installées. Croise, hein, et je te dis, je reprends mon exemple du marathonien de Paris, va ce week-end sur le salon du marathon et pose la question juste au salon du marathon. Pourquoi on fait pas de renforcement? Parce que c'est une option, parce que on a pendant longtemps. Alors là, je vais mettre un tacle à l'industrie du running, mais ça fait 30 ou 40 ans, on va dire début des années 80, que l'industrie du running s'est infiltré dans une croyance, donc en disant la course à pied c'est traumatisant, donc mettez des grosses chaussures, protégez-vous de cette dangereuse activité qui vous fait tellement de bien psychologiquement, mais vous fait du mal structurellement. Voilà, il y a ça qui s'est installé, donc il n'est pas rare, il est même trop fréquent que quand tu es débutant, tu vas dans un magasin dit spécialisé. Je suis désolé, hein, je mets un tacle, hein. Heureusement, il y a des bons magasins spécialisés qui font du bon boulot, mais la plupart, tu viens que tu es débutant, on va te dire, surtout, mets une grosse chaussure qui va te protéger. Au lieu de dire, avant de faire de la course, peut-être renforce-toi, parce que ta vie sédentaire fait que tu as perdu la qualité première, qui est la force, et qui est la qualité qu'on perd en premier, qui se dégrade le plus rapidement. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont instiguées. Et puis, parce que le renforcement, on l'a dit hein, dans la caricature, mais qui est réel, dans l'athlé, voilà, c'est l'option. On réserve ça uniquement à l'élite pour faire passer un cap. Or, moi, je fais partie de cette famille de pensée, de courant de pensée qui dit, non, mes contemporains sont pas assez forts. Donc, avant qu'ils courent, renforçons-les. Alors ouais, on va me dire, ouais, mais moi, ils viennent me voir pour courir. Ok, fais-les courir et en même temps que tu leur fais faire de la course à pied, arrête-toi, tu vois, moi je fais un protocole que j'appelle la séance simulation. C'est 3 minutes de course, 1 minute de renforcement ou 1 minute de mobilité. Tu vois, j'intègre progressivement le renforcement pour les gens qui me disent, moi je veux que courir. Ok, on va te faire voir que si tu cours et qu'en plus tu fais du renforcement, tu as deux intérêts. Un, tu te renforces et deux, tu transfères ton renforcement directement dans la course à pied. Donc, tu vois, il y a les croyances qui ont la vie dure et la connaissance qui a du mal à se faire entendre. Et heureusement, les réseaux sociaux, les formations qu'on peut donner, et puis voilà tout ce qu'on fait va permettre de casser cette croyance. Et je suis assez heureux parce que donc je suis enseignant à la clinique du coureur, je donne mon cours depuis 2018. Et franchement, les premiers cours, je choquais énormément. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'étudiants, en tout cas de participants à mes cours, qui étaient un peu interloqués par ce que je racontais. Et aujourd'hui, force est de constater, et moi d'ailleurs ça me déçoit beaucoup, je choque de moins en moins. Parce que ça veut dire que ce moins courir pour mieux courir, ou en tout cas cette place du renforcement dans l'entraînement pour monsieur tout le monde, commence à faire son chemin. Et parce que on en parle de plus en plus. Et moi je suis très très heureux. Et du coup, si on doit revenir sur le livre, c'est pour ça que j'avais ce complexe de l'imposteur en me disant, mais en fait ce que je raconte c'est tellement normal et tellement naturel, quel intérêt j'ai à écrire un livre. Et en fait, c'est cool parce que je vois l'évolution et je vois que on progresse dans ce sens-là. C'est pas encore majoritaire, hein. Et d'ailleurs, si le moins courir ou pour mieux courir dans 5 ou 10 ans devient majoritaire, moi j'aurais réussi, en tout cas, j'aurais réussi à, à influencer cette notion-là du renforcement chez le coureur. Et tu vois, tu as dit quelque chose où je reviens aussi sur ce que tu as dit au début. En fait, ça demande de l'ingéniosité et aux entraîneurs de devoir s'adapter, de devoir essayer de rendre les choses ludiques et pas juste le côté pénible d'être dans une salle et puis de faire des mouvements qu'on n'aime pas. Et au final, on a passé un mauvais moment. Parce que l'importance de l'entraînement, c'est aussi de son sport, c'est aussi de passer un bon moment. Clairement. Et que si tu te fais pas plaisir, ça va durer 15 jours. On connaît hein, les au nouvel an, toutes Ouais, les les bonnes bonnes résolutions. résolutions qui tiennent pas parce que en fait, ça t'emmerde Ouais, clairement. clairement. Alors que si tu te fais plaisir, si tu t'amuses, si tu te retrouves avec ton âme d'enfant et que en même temps tu fais ton sport et que tu fais ton renforcement musculaire et que là ça peut que fonctionner en fait. Mais tu mets le doigt sur quelque chose de très très juste. Et c'est pour ça que j'ai lancé des formations école de trail, c'est qu'au départ,
Et là, à nouveau, hein, c'est des gens qui autour de moi m'ont dit, mais Seb, tu tiens un truc, faut vraiment que tu formes les coachs à ça. Et c'était des potes coachs, des amis coachs, des gens qui étaient doctorants en physiologie qui me disaient, mais vas-y, il faut que tu formes parce qu'en fait, tu as des bons outils. Et effectivement, quand j'ai proposé ça à des potes coachs, aujourd'hui, le retour que j'ai, tu vois, 5, 6, 7 ans après, c'est que justement, c'est ludique. Les gens adorent venir à l'entraînement. Et tu vois, le plus beau compliment, je viens de passer 5 jours dans le bassin minier, dans le nord de la France. D'ailleurs, j'ai passé un moment extraordinaire et j'encourage tous les trailers à aller par là-bas. Il y a vraiment, c'est un coin de trailer. Je referme cette parenthèse, cette digression, mais vraiment, c'est un coin où on peut étonnamment bien préparer le trail. Et bref, je referme la parenthèse. Sur une des séances que j'animais, donc d'un coach qui est déjà là-bas sur place, qui est labellisé école de trail, il y a un enfin deux qui sont venus me voir en me disant, bah, je te remercie pour ta méthode parce que même si c'est mon coach qui évidemment qui assure les cours et c'est grâce au coach que je viens, toutes les semaines, les séances sont différentes, c'est ludique, on s'amuse et en plus, putain, je progresse. Bah ça, moi, je pourrais me payer que de ça, hein, d'avoir ce retour-là de pratiquants qui me connaissent même pas et qui connaissent la méthode. C'est juste génial et effectivement, je comprends hein, que ça peut. Moi, je suis quelqu'un qui se remet assez vite et trop peut-être en question, et c'est pour ça aussi aujourd'hui que la méthode est sortie. Et parce que je me questionne beaucoup, je fais des formations, je forme, mais je continue à me former. Mais oui, effectivement, trop souvent, on pense répéter ce qui a marché pour l'un, ce qui a marché pour l'autre, ce qui a marché pour nous il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 10 mois, il y a 3 ans, et sans justement se creuser un peu la tête. Et l'idée c'était, en fait l'école de trail, là tout début, la première raison, c'était je voulais absolument pas faire de groupe. Tu sais, tu vas dans un groupe en fonction de ta VMA, et tu vas dans le groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 12, que sais-je, et ça m'a toujours vraiment, excusez-moi du terme, fait vraiment royalement chier. Je me dis, tu viens sur ton loisir, et tu vas être catégorisé. Comme quand t'es alors déjà, toute la vie de tous les jours, on est catégorisé parce qu'on fait tel boulot, et puis là, tu viens dans ton loisir, on te catégorise. Et moi, très vite, je me suis dit, non, 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 les gens viennent me voir. Alors au départ, en plus, j'étais à destination de plutôt le grand public, et parce que le haut niveau ne m'intéressait pas du tout, et je voulais m'occuper de 95% du surnom de mes contemporains. Je me suis dit, quel que soit le niveau, je veux que tout le monde puisse courir ensemble. Ça veut dire, je fais pas de groupe de niveau. J'ai vu que ça a marché. Alors oui, ça m'a demandé de créer des circuits, d'avoir de l'imagination, que mon champion qui veut gagner la course de la région et mon débutant puissent y trouver le même plaisir pendant l'heure et demie où il venait sur mon cours. Et puis surtout, que le champion puisse progresser pour gagner demain, et puis que mon débutant puisse progresser sans se blesser et puisse prendre du plaisir pour sa course ou pas, ou pour son footing du week-end. Donc déjà, l'idée c'était voilà de pouvoir s'entraîner tous ensemble. Ça, il faut de l'imagination, hein. Ça, il faut mettre en place des process, avoir des outils qui te permettent de changer Allez, t'es à VMA 18, et tu fais 10 fois 400 mètres à 1,20 au VMA, tu prends ta minute de récup, toi t'es à 16, tu vas faire une 25 ou une 27 au 400 mètres. Enfin, tu vois, et puis en fait, tu as fait l'échauffement ensemble, qui est souvent d'ailleurs le même, 30 minutes de footing, et puis après des étirements passifs qui ne t'échauffent pas du tout. Bref, je caricature exprès pour choquer un peu nos auditeurs, mais l'idée c'était plutôt dire au coach, oui, creuse-toi la tête, parce que si les gens viennent pour leur loisir, ils doivent pouvoir ne pas être catégorisés. Et en fait, cette méthode, elle marche aussi pour les champions. Et aujourd'hui, il y a des athlètes de très haut niveau qui utilisent cette méthode, même si au départ, elle était faite pas pour eux. C'est quelque chose, tu vois, quand tu en parles, qui résonne beaucoup parce que c'est exactement ce que j'ai vécu mmh, pendant mes entraînements en club. Alors j'ai pas fait beaucoup d'athlé, mais voilà, je vois très bien de quoi tu parles. Et par contre, là donc ça fait 1 mois et demi, comme je disais au début, que je fais du crossfit, et c'est quelque chose qui transpire pas du tout dans le crossfit. C'est que tu peux avoir des gens de tout niveau qui font exactement la même séance, mais en fait, on va varier naturellement en fait le poids que vont prendre certains athlètes par rapport à d'autres, le nombre de répétitions que certains vont faire par rapport à d'autres, la difficulté de l'exercice.
Je prends par exemple, tu sais, le HSPU, c'est l'équilibre contre un mur, et puis tu fais des pompes Ouais, comme ouais. ça. Par exemple, si tu veux augmenter la difficulté, tu peux mettre des poids, et comme ça tu descends plus bas. Tu peux mettre, si tu veux réduire la difficulté, tu mets des poids sous ta tête, comme ça Exactement. tu descends moins bas. Mm. Mais au final, en fait, chaque personne fait exactement la même séance, mais avec des difficultés qui sont adaptées. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant, en fait, d'être unis, et puis Tout celui qui à a fait. fini en premier, eh ben, il encourage les autres, Mm. et tout le monde passe un bon moment. Voilà. Mm. Mm. Mais c'est ce qui fait le succès du CrossFit, c'est ce côté communautaire où pendant 1 heure t'es ensemble. Évidemment, on pourrait citer tous les effets délétères, hein, et puis, mais on va pas les citer. Je pense qu'ils sont assez connus parce que des fois, je suis pas super fan du no pain no gain. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de ça. Il faut sortir de sa zone de confort, mais il faut quand même pas tout le temps être dans le rouge. Ça, c'est une parenthèse négative qui pourrait être véhiculée dans le CrossFit. Mais ce que tu as dit, c'est exactement ça. Et je pense que c'est pas antinomique avec la notion de performance, tu vois. Au contraire, tout le monde veut être performant. Et celui, comme tu as dit, qui est certainement le plus à l'aise, qui va mettre les plus grosses charges, qui va peut-être aller plus vite, aura fait sa séance avec quelqu'un qui vient, qui a fini son skill, qui est à l'aise techniquement et qui soulève 4-5 fois moins et qui certainement fait des HSPU sur une box parce que au départ c'est comme ça qu'on doit les faire. Ça fera quand même travailler. Enfin, du coup, ce côté où tout le monde est content d'être là et tout le monde s'entraînent ensemble. Bah, c'est après mon esprit, je vais pas le cacher, j'ai un esprit très humaniste, humanitaire, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en tout cas, ou social, je sais pas. En tout cas, c'est ça, ça fait Bienveillant. partie intégrante. Ouais, ouais, c'est exactement. La bienveillance c'est partie de ma construction, donc du coup, j'aime quand j'aime quand le groupe va bien. Tu vois, on est à quelques jours des élections présidentielles, comme ça tout le monde sait qu'est-ce que je veux dire. Mais voilà, je suis pas hyper à l'aise avec l'individualisme. Au contraire, je pense que l'individualisme c'est la perte de notre société. Donc voilà, je suis plutôt quand tout le monde va bien, ben je pense que ça draine, ça draine le monde vers le haut. Donc du coup, ben dans ma façon de coacher, c'est prépondérant. Et voilà, l'école de trail, c'est ça. On va bien et ça n'empêche pas en fait le groupe aide l'individu. Et donc l'individu peut s'épanouir, mais si le groupe évolue et que tout le monde progresse, ben ça aide chacun. Donc et c'est ça que tu retrouves évidemment dans le CrossFit et c'est ce qui fait son succès au départ. Après, ça peut aussi faire c'est son côté délétère, ça peut marquer son côté délétère, c'est-à-dire des gens qui faisaient pas de sport, d'un seul coup en font trop, et du coup on peut donner lieu à la blessure, parce que c'est ça souvent qui est mis en exergue par les kinés que moi je peux croiser. Ils me disent ouais putain mais tu vois les gens faisaient rien, puis d'un seul coup là ils se retrouvent avec de la blessure parce que ils sont dans une box où ils font très peu de technique, et puis c'est no pain no gain, tu vas jusqu'à vomir. Ouais, tu vois, mais tout est une question de mesure. Et je redis, il n'y a pas de mauvaise activité, il y a que de mauvais encadrants. Très très cool. Bah, c'est exactement ce que je retrouve dans la salle où je suis, et donc je suis très content de. Je crois que j'ai choisi une bonne salle. Tu devrais Ouais, venir cool. y faire un tour. Avec grand plaisir. En plus, c'est rigolo parce que ça fait partie aussi de mon job. Je fais quelques interventions auprès justement de salles parce que comme j'ai mon level 1, je suis un peu plus crédible auprès des box et je leur dis, bon, bah, ok, c'est cool, les gars, il y a quand même un peu de run et peut-être que le run, ça peut vous aider. Et en fait, je fais le lien entre le pied, en fait. Le pied, qui est quand même la partie la plus importante à renforcer, même si nos amis crossfitters. Et puis, j'ai eu des athlètes plutôt d'un très, très bon niveau en crossfit et du coup, j'aime justement passer dans les box pour justement développer tout ça. Top. Euh, pour retourner sur le livre, qu'est-ce que les lecteurs trouveront dedans, qu'ils pourront appliquer concrètement après l'avoir lu? Bah, comme je le disais, on a voulu expliquer la méthode, donner un petit peu de grain, moudre à ceux qui étaient un peu plus, tu vois, précis, qui voulaient un peu de science. On a vulgarisé pourquoi on faisait ça, mais surtout, en fait, c'est un livret. Ça veut dire qu'il y aura quelques séances. Alors attention, je suis pas en train de dire que je suis en train de vendre un plan d'entraînement parce que je suis contre ça et les plans d'entraînement tout fait. Mais en tout cas, en fonction du cycle dans lequel tu vas être, eh ben il y aura quelques séances pour chaque cycle de la planification qu'on propose. Donc quelqu'un qui veut comprendre pourquoi on a fait ça, ben bah, déjà je pense que quelqu'un qui comprend
est plus armé pour faire. Hein, ça, c'est ma vision aussi des choses. Et puis surtout, ben, une fois, t'es pas obligé de lire tout le livre pour appliquer la séance, pour appliquer la méthode. Tu peux aller piocher. Et il y a des séances, il y a un petit livret là où tu retrouves des séances toutes faites. Donc ça aussi, c'est ce qu'on voulait absolument. C'est-à-dire que ce soit un livre utile, utile dans sa démarche d'explication de la méthode, mais pas déjà et pas dire que c'est un dogme. Hein, c'est en tout cas une méthode qui peut convenir à 95%. Et puis il y a des curseurs sur lesquels tu peux peut-être appuyer un peu plus ou un peu moins. Tu vois, souvent on met en opposition le fait que je suis contre le volume. Je suis pas contre le volume, évidemment, en fonction de ce que tu vas faire, il va falloir en faire un petit peu. J'indique juste que le volume n'est qu'un curseur de la charge et que la priorité des priorités, c'est la charge. Et la charge, eh ben, elle comprend le volume, mais aussi et surtout l'intensité, la complexité, la spécificité et la monotonie de l'entraînement. Tout ça, ça vient induire une charge d'entraînement et du coup ne faire focus que sur le volume. Donc je fais tel marathon, il faut que je fasse X kilomètres. Ah, je prépare un 100 miles, il faut que je fasse X kilomètres ou X heures d'entraînement. Non, ça c'est un curseur qui, si on joue que sur celui-là, bah, qui amène dans le pire des cas à la blessure, parce qu'on sait que dépasser 2 heures 32 uniquement de course, les risques encourus versus les bénéfices que tu vas avoir vont être délétères. Donc voilà, on explique pourquoi arrêtons de ce dogme du volume. Ok. Mais il y a certains athlètes qui vont être potentiellement adaptés à faire un peu plus. Ben ok. Et c'est pour ça que on explique pourquoi la méthode elle peut convenir à 95%. Et puis surtout, ben les lecteurs pourront se dire, ok, j'ai pas besoin de me faire tout le livre. Alors il est plutôt, c'est pas non plus c'est pas un 500 pages, hein, c'est un 130 pages, donc ça se lit assez facilement. Il y a beaucoup d'infographies, beaucoup comme je le disais aussi, de témoignages. Je pense que l'athlète élite va trouver du témoignage et des experts de haut niveau qui vont lui dire ben t'as plutôt intérêt à faire ça. Enfin, en tout cas ça va t'aider. Et l'athlète débutant ça va le rassurer parce qu'il va dire ok bah il y a le témoignage d'une de mes Martine d'ailleurs qui dit qu'elle est là depuis 15 ans et qui est encore là et pourtant ça marche. J'adore ce terme, mais Martine. Ouais, non, en plus je le dis avec beaucoup d'affection. Tu sais, en fait, je le dis avec prudence parce Ça que parle. ouais. Alors non, ça parle, mais on m'a aussi dit, tu sais, Seb, en ce moment, on est dans une époque où il faut faire vraiment très attention à tout ce que tu dis. Donc, alors, je dois faire attention, mais je suis quand même quelqu'un de très spontané, très nature, donc bon, je vais pas me gargariser avec ça. Je dis juste qu'en fait, je les appelle mes Martine déjà un parce que ma maman s'appelle Martine et que du coup, elle pourrait être dans celle-ci. Deux parce que Martine, elle témoigne dans mon livre, elle s'appelle vraiment Martine, et du coup, c'est pour ça que je les ai appelées mes Martine. Bon, puis on connaît tous Martine en plus. Mais oui, évidemment. En tout cas, il a convaincu. Ton livre, il a plu parce que 717 préventes sur les 200 prévues. Bravo. Ouais, vraiment. Je vais faire un peu je vais me livrer un peu personnellement, mais vraiment, ça m'a rempli d'émotions. Et encore là, en t'en parlant, j'ai un peu les poils qui s'hérissent, mais ou les cheveux qui poussent, ceux qui voient ma tête s'ouvrir. Non, vraiment, je dois aussi rendre hommage quand tu m'as dit, bon, pourquoi t'as fait un livre et tout. Toi, déjà, j'ai expliqué pourquoi. Et puis après, c'était dire, bon, bah, maintenant, qui est-ce qui va nous éditer? Parce que c'est quand même ça. Et puis, avec Mélanie, on cherchait. Et puis moi, sans chercher, j'ai un gars qui vient de Distance Plus. Ça va me revenir son prénom, je m'excuse, quand il va entendre le podcast, il va m'en vouloir. De Distance Plus, donc un journaliste de Distance Plus qui vient sur un de mes cours et je lui explique qu'on est sur l'écriture d'un livre. Il me demande si j'ai ma maison d'édition. Je lui dis bon bah on est en train Mélanie est en train de chercher parce que c'est plutôt son domaine, mais bon bah pour l'instant on n'a pas. Et puis il me parle tout de suite des éditions Mons de Fred Berg qui est la maison d'édition qui a aussi travaillé avec la clinique du coureur. Et puis moi je lui dis non mais tu vois, les éditions Mons, c'est quand même grosse maison, leurs livres sont magnifiques, quel intérêt? Et en fait, quelques mois avant, je vais trahir quelque chose, mais Fred Berg m'avait demandé de le coacher. Puis moi, en fait, je pouvais pas parce que je suis plein et je prends jamais les gens en cours d'année. Et donc du coup, il m'avait dit, bah écoute, présente ton projet. Et en fait, je lui ai dit, bah écoute, ok, je vais présenter mon projet.
Et en fait, les frères Berg, donc Fred et Alexis, ont été ultra fans de la méthode. Ils ont eu un enthousiasme tellement grand que, en fait, déjà, ça m'a, je me suis dit, ok, ben, ça veut dire on avait raison de le faire. Quand une maison d'édition comme ça te dit, ouais, c'est super, on est super partant et nous, on est enthousiaste à le faire. Et puis, quand on a lancé justement la précommande, parce que pour eux, c'était le premier livre qu'ils lançaient de cette forme, sur ce format d'entraînement, tu vois, où on donnait des billes, leurs livres, ceux qui connaissent pas leurs livres, moi je les encourage parce qu'ils sont, quoi qu'il arrive, ils sont beaux. Et du coup, je m'étais dit en riant, c'était le joke avec Mélanie, je leur ai dit, bon, j'ai dit à Mélanie, bon, notre livre, il peut raconter de la merde, quoi qu'il arrive, il sera beau. Donc, déjà, avec l'édition Mons, c'est sûr qu'il sera beau. Et en fait, vraiment, on s'est dit, bon, si on lance une précommande, si on fait 200, ça sera déjà une bonne précommande. Et on a fait les 200 en 2 jours. Et là, j'avoue, j'ai versé ma larme parce que je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est quand même attendu. Et puis, comme je l'ai dit, sur la précommande, tu vois qui a précommandé. Et quand j'ai vu des noms, alors déjà, je suis très content qu'on ait rencontré un tel succès, 717 en précommande, c'est génial. Donc voilà, donc on se dit, bon, bah, on a bien fait de le faire, c'est déjà cool. Ça met une pression supplémentaire parce qu'on espère que du coup, il va plaire. Voilà, mais ouais, ça a été waouh, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions de sentir que le truc est attendu et ça vient renforcer le fait que on avait raison de le faire en fait, tu vois, et que le moins courir pour mieux courir commence à parler à beaucoup. Alors pour l'instant c'est très court, mais ça laisse augurer une chose, c'est que euh, ça va rencontrer un public certainement, tu vois, ne serait-ce que par le titre, tu vois, les gens qui aujourd'hui courent pas ou ont peur de courir, on se dira ah, ok, peut-être ça peut m'intéresser de savoir qu'est-ce que je dois faire si je veux quand même me mettre à la course, parce que la course à pied c'est quand même le bonheur, c'est l'évasion, c'est le plaisir, c'est tellement enfin tu vois, c'est là les gens qui nous écoutent sont déjà dedans, donc on n'a pas besoin de les convaincre à ça, mais si justement tu vois à nouveau, je vais reparler au niveau du groupe et du collectif, si un peu plus de nos contemporains pouvaient courir, peut-être qu'on irait tous mieux un peu mieux. C'est vrai que ça doit être une sacrée émotion de voir, après tant de travail, tant de temps de travail, des gens qui adhèrent et qui souscrivent au projet. Franchement, ça doit être très émouvant. C'est Nicolas Fréret de Distance Plus. Et Nico, putain, merci, Nico Fréret, exactement. Je suis désolé Nico si tu écoutes ce podcast. Je l'ai Ouais. reçu en podcast, un podcast qui a fait parler parce que assez digressif aussi, Nicolas. Ouais, ouais, Donc ouais. j'adore. OK, très cool, cette association et effectivement, j'appuie aussi, ce que tu dis avec, les frères Berg et j'ai vu le film Les Finisseurs et le livre associé, absolument magnifique. Donc Ouais, là aussi, c'est sublime. pareil. Si vous Ouais, avez ouais, l'occasion, ah oui, ouais, ouais. Au-delà que ça soit enfin, qu'on collabore ensemble, hein. Franchement, déjà, je pense qu'il s'est créé aussi un truc, et c'est ça aussi, enfin, euh, tant pis, ça fait un peu de discrétion, mais Mélanie, c'est devenu une amie. On a passé 2 ans à écrire le livre, donc pour elle, ça a été très pénible parce que caler sur l'emploi du temps du mec qui fait 8000 choses en même temps, franchement, pour elle, c'était bravo d'avoir eu cette patience. Et puis, avec les frères Berg aussi, il se crée quelque chose parce que ils ont vu qu'ils se cachaient. Et puis, je vais pas évidemment spolier, mais euh, il y a eu aussi beaucoup d'émotions quand j'ai lu la présentation parce qu'il a fallu me présenter. Et franchement, j'étais pas hyper à l'aise avec ça. Et moi, je voulais même pas en parler de moi. Et en fait, la présentation qu'ils ont fait de moi, ça laisse augurer voilà une belle, si ce n'est de l'amitié, en tout cas une belle collaboration, de belles choses. Et c'est des belles personnes. Et ils ont le goût du bien, du beau, du collectif qui me parle, mais tellement que du coup, je suis, ouais, c'est génial. Et si demain en plus ça plaît, voilà. Et puis euh, quand tu me disais peut-être un point sur lequel je n'avais pas répondu, pourquoi écrire un livre? Et ça vient pas de moi aussi, ça vient de gens qui m'entourent, qui me disent c'est génial hein, les formations que tu fais, tu as formé plus de 250 coachs à ta méthode, il y a de plus en plus de gens qui s'inspirent de ça, c'est cool, mais il faut que tu le laisses, faut que tu laisses une trace. Et moi, j'ai pas du tout cet ego pour qu'on se souvienne de moi. Ça fait pas partie de mon cheminement et de ma construction. Mais mine de rien, pour le respect de mon travail, je devais peut-être effectivement. Donc,
Donc voilà, il y avait aussi cette raison-là, de dire ok, ben en plus des formations, de l'équipe que j'ai avec moi aujourd'hui, l'école de trail, parce que l'école de trail c'est pas uniquement Seb Cornette, hein, d'ailleurs, c'est toute une équipe. C'est Céline, c'est William, c'est Mickaël, c'est Geoffroy qui bossent très dur pour que l'école de trail se développe. Mais du coup, il fallait laisser une trace et voilà, il y avait aussi cette envie de ok, c'est écrit et voilà, on pourra pas nous le retirer. Mmh. C'est ça, hein, c'est la puissance d'un livre, cet objet, et c'est pour ça que moi j'ai encore du mal, même si je suis très digital, j'ai encore du mal à passer au, mmh, au livre, numérique, et au Ouais, visuel. pareil. J'ai un petit peu du mal encore à ça. Ouais, J'aime bien avoir le papier, l'objet. En fait, l'objet est beau, je trouve, un livre, c'est beau, exactement. tu mets ça dans une bibliothèque après, tu as du mal à t'en séparer. Il y a un truc bizarre, Ouais, en fait, avec ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est Et c'est pas, en plus, c'est un truc bizarre qui n'a rien à voir avec le côté matérialiste, en oui, fait. oui. Parce que ça finalement, très peu de livres vont, tu vois, on pourrait se dire un objet de collection va prendre de la valeur, des choses comme ça. Mais en Mm. fait, pas du tout. Je sais pas, il y a un Non. truc particulier avec cet objet du livre, et avec ma femme, on a toujours un peu de mal à jeter même les livres pour les enfants, tu vois? Ouais, ouais. C'est bizarre, ouais. Mm. Hem, Où est-ce qu'on renvoie les personnes qui veulent, du coup commander, le livre? Alors la sortie officielle en bibliothèque, moi le mec il fait déjà des bibliothèques quoi, tu vois? Tu vois? Le mec il dit qu'il a pas d'ego, mais il se voit déjà dans une bibliothèque. Non, non, Pardon, non, dans non, une non, non, librairie. on dit chez tous les meilleurs libraires. Ouais, chez tous les meilleurs Parce que libraires. si les libraires n'ont pas ton livre, c'est qu'ils sont pas bons. Effectivement. Alors je te laisse la priorité de ce propos. Mais non, sorti en librairie le 21 avril, un mois après le printemps, il y a un petit signe aussi là-dedans. Juste avant le deuxième tour des élections, il y a un petit signe aussi là-dedans. Ouais, donc 21 avril. Et ben, pour l'instant, si les gens sont intéressés pour savoir où ça va être en vente, ben, le meilleur moyen, c'est d'aller sur le site des éditions Mons. Et il y aura possibilité de commander sur les éditions, pardon. Et les gens qui ont fait la précommande vont avoir en plus, on leur a réservé justement parce qu'on était tellement heureux, une petite surprise, un petit cadeau. Donc, du coup, c'est cool. Et l'autre point aussi, c'est que tous les participants à nos formations ben, auront la possibilité d'acheter le livre. Et puis surtout, on va faire. Alors voilà, ça c'est pas quelque chose avec lequel je suis super à l'aise, mais je pense que c'est bien aussi de rencontrer les gens. On va faire aussi des moments de vente et de dédicace en fait. Ah, ça fait un peu bizarre de m'entendre dire ça, mais ouais voilà, mais en fait c'est plus pour échanger. Enfin, voilà, c'est le deuxième podcast qu'on fait. On échange beaucoup toi et moi. Tu vois, enfin j'aime moi avant tout le partage et j'aime ces moments-là où où as l'impression de servir un peu à quelque chose. Donc on va faire aussi des moments et ça sera dès qu'on aura le calendrier définitif, ça sera et sur le site des éditions Mons et sur le site de la clinique du coureur et sur le site de l'école de trail et sur toutes nos pages. Enfin, j'invite les gens à nous, s'ils me suivent pas, ben suivez-moi déjà sur les réseaux sociaux, bordel, sur Instagram, là, il faut que je passe les 5000. Voilà. Non, mais sur tous les réseaux, que ce soit école de trail, clinique du coureur, édition Mons, et puis mes réseaux perso, il y aura toutes les infos. Trop bien. Bah, je mettrai le lien, dans la description, qui sera pertinent, ou les liens qui seront pertinents, Ouais. donc n'hésitez pas à aller voir ça. Hem, Trop bien. Eh ben, écoute, Seb, je trouve qu'on a fait un bon tour du sujet de ton livre, et puis d'autres sujets aussi. On en a profité pour balayer un petit peu, hein, comme d'habitude. Est-ce que Mhm. tu vois quelque chose à ajouter dont on n'aurait pas encore parlé? Écoute, j'aime nos conversations parce que je les trouve, en tout cas, en tout cas moi, elles me plaisent. C'est peut-être pour ça qu'après elles rencontrent un succès, enfin du succès. Mais non, rien d'autre. Merci, merci à tous ceux, si parce qu'il faut remercier. Je pense que vraiment, à nouveau, avec beaucoup d'émotion, je remercie tous les gens qui croient en la méthode et qui me font confiance. Et puis tous ces gens qui ont décidé d'appuyer ce livre et puis d'y croire. Et puis tous les gens qui ont ouais, la gentillesse et le courage de croire en un petit nain chauve qui a une idée à la seconde et qui des fois va bousculer un peu les idées reçues et qui n'a pas de problème avec ça et qui aime justement la confrontation. Et ceux qui sont pas d'accord, bah, c'est génial aussi parce que c'est encore mieux. Je leur dis, on est dans une période électorale qui est importante à mon sens
pour nous et notre pays, et ben c'est ce moment-là où on devrait en fait entretenir. Moi, j'aime la politique pour son sens noble, c'est-à-dire le débat entre les idées et pour faire naître une société meilleure. C'est mon côté utopiste, mais je crois que c'est les utopistes qui font avancer la société. Est-ce que tu crois que c'est être utopiste ou optimiste? Moi, je suis profondément optimiste et j'aime la phrase qui accompagne ma vie. C'est ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et c'est ce que je réponds à ceux qui, quand justement me traitent d'utopiste, j'aime à rappeler que voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Donc oui, je suis profondément optimiste parce que je crois que c'est possible que tout à chacun, par un élan collectif et pas individuel. Par contre, ça c'est sûr, c'est ce qui va différencier ma position de certains. Mais en tout cas, collectivement, on a toujours avancé, qu'on est un pays qui a influencé le monde parce qu'on a su s'unir et on est le pays des droits de l'homme. Donc oui, on est des gueulards, on n'est jamais content, mais c'est parce que on n'est jamais content, parce qu'on se remet en question qu'on avance et pas en acceptant les choses. Donc voilà, c'était une petite chose parce qu'on est dans un temps, je suis désolé, on est dans un temps pour moi très important qu'on devrait entretenir tous, tu vois, et pas être d'accord. Hein, c'est génial de pas être d'accord. D'ailleurs, François, c'est presque chiant de débattre avec toi parce qu'on est d'accord. Et, mais du coup, j'aime ça en fait. Et voilà, si je dois terminer là-dessus parce que nous sommes dans un temps important de notre vie à tous, ben débattons et reprenons des débats politiques sur leur sens noble. Et ça serait tellement bon, on y tirerait. Et d'ailleurs, ceux qui demain ne sont pas d'accord avec la méthode d'école de travail, venez, on se fait un podcast animé par François et on se fait un super débat avec évidemment de la bienveillance et de l'empathie, mais je serais super content. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est un sujet de podcast dont j'avais déjà parlé avec Thomas Laure-Blanchet. Mhm. C'était un style de podcast où tu reçois en fait deux personnes qui ont un avis complètement différent sur une chose, et puis d'avoir comme ça moi en position de médiateur entre Ouais, guillemets. ouais. Et ouais, c'est un type de podcast intéressant. Alors après, il faut trouver les protagonistes. Ouais, 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 Euh, faut trouver les gens qui ont l'ouverture c'est d'esprit ça. d'être confrontés mais tu vois, et des fois ça pourrait être sur du détail, hein. Tu pourrais très, tu vois, tu parles de Thomas qui est quand même une référence en tant qu'athlète, ancien athlète, puis aujourd'hui comme praticien sur le terrain, puis tout ce qu'il développe, franchement, moi j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir un débat entre lui puis quelqu'un d'autre qui justement voit les choses un petit peu différemment. Quoi, ou non, non, je pense que ça pourrait être vraiment ou tu vois, opposer quelqu'un qui ne, donc là je vais défendre l'école de trail, mais qui serait complètement contre ça, qui dirait bah non, il faut faire du volume et qui pourrait être confronté à ça, ce serait absolument vraiment, je le dis. Alors évidemment, tant qu'il y a du respect, qu'on apporte Bien sûr. et qu'on s'écoute et que tu vois, sans essayer de convaincre. En fait, l'idée c'est de juste apporter soi-même pour que chacun fasse sa propre opinion. Et puis souvent même quand tu es confronté, et c'est pour ça que je dis que je suis de plus en plus je suis de plus en plus déçu par mes cours parce que en fait avant j'avais des gens face à moi qui étaient non, je suis pas d'accord, et du coup on pouvait argumenter. euh, J'avoue que ça me faisait pas du tout changer d'avis, hein, et au contraire c'était plutôt moi qui faisais changer les avis, mais en tout cas ça avait aiguisé ma façon dont j'abordais les choses, et du coup je n'aborde plus les choses de la même façon. J'ai un peu plus de nuances pour permettre justement de convaincre un peu plus. Donc tu vois, on apprend en fait de la confrontation et des idées opposées, donc c'est super. Ça, c'est tous les talents de la rhétorique, d'arriver à transmettre une idée par le débat de façon claire et d'utiliser les bons leviers. Ça aussi, c'est un beau sujet, je trouve. Mais l'art de la rhétorique, c'est juste génial. Le livre que je pourrais conseiller, qui n'a rien à voir avec le sport, de Victor. Ferry, Victor Non, Ferry. non, non, pas du tout. L'art de la rhétorique. C'est Viktorovitch. Attends. Il est sur Clément Viktorovitch. Voilà, Clément Viktorovitch. C'est un livre. Il intervient sur France Inter ou France Info. Moi, c'est quelqu'un que je bois les paroles. Il aide à décrypter le discours de certains. Donc, du coup, c'est assez intéressant. Et son livre est juste passionnant. Le pouvoir rhétorique. Le pouvoir rhétorique, exactement. Ok, parce que j'ai lu les 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir de Victor Ferry.
Ok, ah non, bah, je connais pas. Donc ça doit être hyper intéressant aussi. Top. Bon, et bah tu vois, on en finit par parler de rhétorique. Ce podcast, l'instant outdoor, c'est magnifique. Ouais, c'est génial. Voilà. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Seb pour cette conversation encore une fois très riche et du coup je renvoie effectivement tous les auditeurs vers ton bouquin au moment où le podcast sortira, le livre sera sorti. Donc n'hésitez pas, foncez, instruisez-vous, continuez à progresser en apprenant chaque jour. Merci beaucoup Seb et puis à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup à toi, François, et bravo pour tout ce que tu fais. Merci, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!